Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Dr Souleymane Anta Ndiaye. Il est écrivain, spécialiste des questions Russie-Afrique. Avec lui, nous analysons la géopolitique mondiale, les poussées dans le Sahel, l'action diplomatique du Sénégal marquée par la récente visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Bamako. Dr Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ousmane. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain, spécialiste des questions Russie-Afrique. Vous êtes ancien chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Moscou. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous revenons avec vous donc sur cette visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Bamako. Journée de visite, journée d'honneur pour le Premier ministre Ousmane Sonko au Mali. Détachement militaire et vague de personnalités pour dérouler le tapis rouge à l'hôte du jour. Ousmane Sonko sacrifiera au salut du drapeau devant des couleurs et une devise qui sont bien fusionnelles avec le Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ces honneurs vous ont été présentés par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde. Le Mali et le Sénégal amorcent un nouveau chapitre de coopération. Le ton est donné à la primature. Devant les ministres, les propos du Premier ministre Choguel Maïga mêlent hommage et perspective avec l'AES. Rarement, on a vu un parti où 1000 militants sont en prison. Le chef de parti et ses proches sont libérés 9 jours avant la fin des élections, alors que la campagne c'est 21 jours, et qu'ils arrivent à gagner les élections. C'est très rare dans l'histoire. L'AES n'est pas mise en place contre la CEDEAO. Elle est une alternative crédible pour l'intégration sur-régionale. L'AES n'est pas le bourreau. Elle est la victime. Le face-à-face a eu un fort écho panafricaniste. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la position du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, les Européens ont plus de problèmes entre eux que nous, entre nous, puisqu'ils ont pu se faire des guerres mondiales qui ont coûté des millions et des millions de morts. Je ne pense pas que nos problèmes aient atteint ce niveau. Mais quand ils ont compris que leur destin était lié face à l'évolution du monde et face à l'émergence de grandes puissances, ils ont essayé de mettre de côté un certain nombre de choses. Quel que soit le résultat et l'aboutissement final, ça ne changera absolument rien dans les relations entre le Sénégal et le Mali. Personne n'y peut rien. Le mot sera le même au Palais Koulouba, où le Premier ministre a poursuivi les échanges avec le président Assimi Goïta. La visite de travail s'est terminée autour d'un dîner, toujours dans un concert d'hommage rendu au Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, où elle est? Où elle est? Ousmane Sonko. Anta Ndiaye, rebonsoir. Bonsoir Ousmane. Oui, dans cet élément, Aramdao parle d'un jour, d'un chapitre nouveau qui s'écrit dans les relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali. Et c'est la vérité. Et je pense que le discours du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, rejoint celui de son homologue malien, Maïga. Il faut se rappeler que le Sénégal et le Mali ont presque toujours constitué une entité, historiquement. Tout le monde se rappelle de la Fédération du Mali, Absolument. Qui n'a pas survécu malheureusement. Mais on a vécu une période extrêmement difficile dans nos relations avec le Mali. C'est lorsque la CEDEAO a déclenché les sanctions contre ce pays frère. Je pense que les Sénégalais ont eu mal. Ils ont souffert de cette situation, comme les Maliens ont souffert de cette situation. Aujourd'hui que nous avons une nouvelle orientation sur le plan politique, aujourd'hui que nous avons une nouvelle équipe, aujourd'hui que nous avons un Premier ministre comme Ousmane Sonko, un régime souverainiste, panafricaniste, il ne pouvait pas se passer autrement. C'est-à-dire tout cela ne pouvait pas se passer autrement. Le Premier ministre sénégalais a rassuré les Maliens, mais il a rassuré les Sénégalais, mais il a aussi rassuré les panafricains. Il a fait
d'une pierre plusieurs coups, finalement. C'est ça, justement. Et moi, ce qui m'intéresse, ça peut vous sembler un peu léger, mais nous avons subi récemment quelques attaques, entre guillemets, de panafricanistes très connus dans le monde, en Afrique, et qui avaient estimé que le Sénégal avait trahi. Que Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye sont arrivés au pouvoir et ils ont oublié leurs promesses de campagne. L'idéal panafricaniste. Voilà. Maintenant je crois que le Premier ministre quand même est arrivé à rassurer tout le monde. Et nous espérons que les relations entre le Mali et le Sénégal vont se renforcer. Vont se renforcer, en tout cas réchauffer. Mais qu'est-ce qui change dorénavant sur l'axe Dakar-Bamako? Mais il y a beaucoup de choses vont changer. D'abord, la vision. Il me semble qu'ils ont la vision souverainiste et panafricaniste. Elle est sénégalaise, elle est malienne. Les questions de souveraineté sont très importantes pour les Africains. Tant que nous n'arrivons pas à résoudre ces questions, ces problèmes de souveraineté, tant que nous ne serons pas réellement indépendants, nous ne pourrons pas envisager le développement comme il se doit. Et je crois que le gouvernement du Sénégal, l'actuel gouvernement du Sénégal, s'est inscrit dans une ligne de rectificatif, de correctif à apporter par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Le Sénégal va affirmer son indépendance. Le Sénégal va affirmer son ancrage panafricain. Notre diplomatie actuellement, lors de sa conférence de presse, je crois que le président Diomaye Faye l'avait bien souligné, c'est une diplomatie de proximité, de bon voisinage. Absolument. Il a commencé mais ancré vraiment dans les rapports, dans les relations, d'abord avec les pays africains. Les pays voisins aussi, surtout. Et voisins surtout. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons un ministère de l'intégration africaine d'abord. L'appellation qui change, la terminologie est inversée ici. Ouais. Pour mettre en avant, disons, la primauté des relations avec les pays africains. Récemment, on l'a vu, hein, le Sénégal avait convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal quand il y a eu les événements au nord du Mali, dans lesquels des forces ukrainiennes seraient impliquées. Aussi, on est dans la continuité de la souveraineté ici. Mais l'ambassadeur a été convoqué par la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je crois que c'est une faute lourde qu'a commise l'ambassadeur d'Ukraine ici à Dakar. Et il est un peu récidiviste, récidiviste sur les bords, parce qu'il a eu, quand le conflit a éclaté avec la Russie, il a eu à lancer un appel à candidature pour aller faire la guerre en Ukraine. Dans les forces armées ukrainiennes. L'ambassadeur avait commis une telle bourde, excusez-moi le terme. Mais le Sénégal a pu quand même... Cette fois-ci, il a été rappelé à l'ordre. Il a été rappelé à l'ordre, et c'est très important. C'est-à-dire, entre le Mali et le Sénégal, le Premier ministre, je crois, l'a souligné, on ne laissera personne, à compter à partir du Sénégal, tenter de déstabiliser un pays frère, un voisin. Le Sénégal ne tolérera pas ça. Je crois que ça, c'est un discours clair qui signifie beaucoup. Et qui rassure surtout les Maliens. On sait qu'aujourd'hui, ces États, le Mali, avec le Niger et le Burkina Faso, sont dans une logique ils ont quitté la CEDEAO. Quel doit être le positionnement du Sénégal par rapport à cette entité-là qu'on appelle l'AES, par rapport à la CEDEAO? On sait que l'État du Sénégal se positionne un peu en médiateur. Vous, comment vous appréhendez tout cela? Alors là, je veux simplement dire qu'il faut respecter les décisions souveraines des États. Quand il y a eu ces coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina, la CEDEAO a cru exercer un devoir qui lui incombe et qui consiste à sanctionner ces pays. Ça a été, à mon avis, une erreur. J'ai discuté récemment avec un spécialiste de la question et je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas dans les textes de la CEDEAO des dispositions qui faisaient comprendre que quand il y a dérangement au niveau de l'ordre constitutionnel dans un pays, la CEDEAO doit intervenir militairement. Non, la CEDEAO doit, faire des sanctions. On m'a expliqué que non, en réalité, c'est dans le dispositif législatif de la CEDEAO. Mais dans tous les cas,
il y a les textes et il y a l'esprit des textes. Je pense encore que la CEDEAO a commis une grosse erreur en procédant à ces sanctions contre ces 3 pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 pays? Dans ces 3 pays, il y a eu des situations que des patriotes, des citoyens ont déplorées. Et ils ont fini par changer de pouvoir par la force militaire. Mais ça, ils sont libres de le faire. Comme nous, au Sénégal, on est libre d'élire un président de la République seulement après des élections démocratiques et transparentes. Alors, je crois que le Sénégal comprend que il n'y a pas de raison de condamner l'attitude des militaires dans ces pays-là. Le Sénégal va chercher à arrondir les angles, parce que le Sénégal accepte l'AES, et le Premier ministre l'a dit. Maintenant, la médiation du président Diomaye, on lui souhaite de réussir. Il peut réussir, et je l'ai dit. Et c'est ça qui doit être le rôle du Sénégal, se positionner en médiateur pour faire... Le Sénégal peut se positionner en médiateur parce que le Sénégal a tous les atouts. C'est un pays où nous n'avons jamais eu de coup d'État ici, militaire. C'est un pays très respecté. On a failli perdre notre démocratie, mais dans un dernier sursaut, le peuple a repris, le volant. Le peuple a repris les rênes par le biais de l'élection du président Diomaye Faye. Le Sénégal est un exemple sur ce plan-là. Le Sénégal est respecté par ces 3 pays. Mais ces 3 pays ont souffert. Ils ont souffert sous la domination néocoloniale. Ils ont souffert de la colonisation comme nous. Mais vous prenez le cas du Niger. Mais le Niger, qui fait partie des premiers producteurs d'uranium, mais il n'en profite pas. Le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde. Si le nucléaire marche en France, c'est partiellement grâce à l'uranium nigérien. Donc, ces 3 pays avaient des raisons de faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont en train de tenter une confédération pour finir dans une fédération, mais l'Afrique doit se réunir. Selon quelle méthode maintenant? Ça appartiendra au pays de voir quels sont les mécanismes qu'ils doivent déployer pour se réunir. Moi, je me félicite très franchement de ce que actuellement il existe l'Alliance des États du Sahel. Et je crois que le Sénégal pourra jouer un rôle de médiateur, un rôle bon, je ne peux pas dire objecteur facilitateur. Oui. Certains disent objecteur de conscience. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Mais le Sénégal peut bien être médiateur parce qu'il a des atouts, parce que c'est une référence. Mais le Sénégal ne se mettra pas contre les décisions prises par les États, par l'Alliance des États du Sahel. D'autant qu'il y a une réalité historique et géographique que nous partageons avec un pays comme le Mali qui transcende ces alliances et ces entités qu'on appelle AES et CEDEAO. Mais c'est pourquoi, quand il y a eu les sanctions, les Sénégalais ont eu mal. Mais le Mali, quand même, c'est un pays de grande culture. Il y a des questions que les 2 pays seront amenés forcément à régler en bilatéral. Mais c'est clair. Mais le Mali, en grande partie, dépend du Sénégal. Le Mali, en grande partie, dépend du port de Dakar. Mais moi, je veux revenir à un aspect très important. C'est l'aspect culturel. Ouais. Mais le Mali, c'est quand même le pays de la charte du Mandé. Ouais. C'est une grande civilisation. Absolument. Et il y a eu des interactions au niveau religieux entre le Sénégal et le Mali, sur le plan de la culture. C'est-à-dire, nous avons pratiquement les Bambara au Mali, nous les avons aussi au Sénégal. Je crois qu'à Bamako, il y a Wolofodougou, etc. Donc, nous sommes le même peuple. Absolument. À vrai dire, nous sommes le même peuple. Alors, donc, moi, franchement, j'estime que, avec l'arrivée du nouveau régime, nous allons renforcer nos relations avec ces pays-là, malgré tout ce qu'on peut dire par ailleurs. Et le Premier ministre l'a réaffirmé fortement à Bamako, en présence de son homologue. Aujourd'hui, la création de l'AES bouleverse forcément l'agenda géopolitique en CEDEAO, avec la présence de la Russie, qui est maintenant de plein pied dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous, comment vous analysez déjà la présence de la Russie Mais ça, c'est une donne qu'il faut analyser froidement. Ouais. Je voudrais avant ça parler encore un peu de la CEDEAO. Parce que le reproche que l'on fait à l'AES, c'est d'avoir quitté la CEDEAO. Mais la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Ouais. Quand les Mauritaniens se sont rencontrés que
ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts. Ils se sont retirés. C'est la même chose pour l'AES. Maintenant, il y a une sorte de comeback de la Russie en Afrique. Et un comeback, quoi. La Russie était déjà ici avant, non? La Russie était en Afrique avec l'Union soviétique. Vous n'ignorez pas que l'Union soviétique a accompagné les mouvements de libération en Afrique au moment où les Occidentaux faisaient le contraire. L'Union soviétique a formé beaucoup d'Africains. Je vous signale tout de suite que, par exemple, vous prenez une société comme la SAED, c'est une information pour vous, vous prenez une société comme la SAED, mais il y a eu 3 directeurs successifs qui ont fait leurs études en Union soviétique. L'actuel directeur de la SAED, c'est quelqu'un qui a terminé la Russie. Et vous-même, vous êtes un produit de... Voilà, moi-même, je suis quelque part... Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, maintenant, il y a un volet, c'est le volet militaire. Les Occidentaux, quand vous les écoutez, les Russes représentent un danger partout où ils vont. Ce qui s'est passé au Mali, c'est que, face à des difficultés qu'ils n'ont pas pu résoudre, les Maliens ont fait appel à un groupement militaire privé, Wagner, qui sont venus régler certains problèmes avec les djihadistes. Je crois que si l'armée malienne est arrivée aujourd'hui à récupérer la grande partie du territoire malien, c'est un peu grâce à l'appui de ces groupements militaires. Alors, il se trouve que le Niger et le Burkina aussi ont rétabli d'excellentes relations avec la Russie. La Russie a ouvert une ambassade récemment au Burkina. Mais ça, c'est la politique africaine de la Russie. Et on ne peut pas en vouloir aux Russes de vouloir revenir en Afrique au moment où il y a les Turcs, au moment où il y a les Chinois, au moment où il y a les Américains. Les Français, bien évidemment, qui étaient là depuis très longtemps, ils sont en très mauvaise position actuellement à cause du fait colonial, à cause du fait historique colonial, à cause du fait aussi néocolonial. Un héritage qui ne joue pas forcément en leur faveur, finalement. Ouais. Tout à fait. Oui. Et qu'est-ce que les États africains de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, gagnent aujourd'hui en se rapprochant peut-être éventuellement de la Russie? Pour vous, un pays comme le Sénégal doit plus que jamais renforcer ses relations et puis on peut diversifier les axes de coopération? Je le pense et j'espère que le nouveau régime ira dans cette direction-là. Parce que la Russie a un potentiel extraordinaire. Vous êtes ancien chef du bureau économique. Je suis ancien chef du bureau économique. J'ai traité beaucoup de dossiers qui auraient dû nous apporter beaucoup. Bon, malheureusement, pourquoi ça n'a pas été le cas? Ça n'a pas été le cas parce que Dakar ne suivait pas. Dakar ne suivait pas. Parce que vous, le chef du bureau économique, ce que vous pouvez faire, on vous l'a demandé, vous faites tout pour que les investisseurs s'intéressent au pays. Vous trouvez des investisseurs qui s'intéressent au pays, mais vous écrivez au ministère des Affaires étrangères. Vous faites un rapport, vous envoyez. Quand vous n'avez pas de retour, vous restez les bras croisés, vous ne pouvez pas aller plus. Et ça, comment j'explique ça? Moi, j'explique ça encore par le fait colonial et le fait néocolonial. C'est-à-dire, le Sénégalais, généralement, jette un regard français, entre guillemets, sur la Russie. Le Sénégal restitue le regard français sur la Russie. Or, pour vous, la Russie réelle n'est pas forcément le regard que le commun des Sénégalais a. Mais non, malheureusement, là, on est excusez-moi le terme, mais on est dans la tromperie. Moi, quand j'étais chef du bureau économique, j'étais en rapport avec les gens de la chambre de commerce franco-russe qui étaient allés même jusqu'à m'inviter à travailler pour eux. Alors que moi, je suis un diplomate sénégalais. C'est-à-dire, eux, ils entretiennent d'excellentes relations quand il le faut, mais nous, ils nous font croire que ce n'est pas la peine. Or, la Russie est un grand pays. Ce n'est pas un petit pays. La Russie, c'est quand même 145 millions d'habitants. C'est pratiquement 17 millions de kilomètres carrés. La Russie produit à peu près 20% ou 30% même du pétrole mondial. Plus de 12% du gaz mondial. Mais c'est un grand pays, c'est une puissance militaire, une puissance nucléaire. Ils ont été parmi les premiers à explorer le cosmos. Si aujourd'hui il y a un cosmonaute français, Jean-Louis Chrétien, qui est allé au cosmos, mais c'est grâce aux Russes. Ce sont les Russes qui l'ont amené au cosmos. Alors, on ne doit pas nourrir de complexes dans nos relations avec des pays pareils. Nous ne devons pas nous baser sur le jugement de l'ancienne tutelle coloniale pour se démarquer de ces pays-là. Il faut déconstruire le narratif il faut le déconstruire. Colonial et non seulement le déconstruire,
mais se mettre sur ses gardes, prendre ses responsabilités et aller là où il faut. Et je trouve que le Sénégal, avec le nouveau régime, aura les meilleurs rapports possibles avec la Russie. On voit que l'Ukraine déplace le centre de gravité de la crise qu'il oppose à la Russie en Afrique en envoyant ses miliciens au Mali. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il l'avoue aussi. Il l'avoue par le biais d'un représentant officiel, un ambassadeur. Non, la question c'est que, est-ce que pour vous, ça doit inciter des États comme le Sénégal à peut-être aller vers une coopération militaire aussi avec ce pays? Vous savez, la Russie, ce n'est pas seulement une puissance militaire, mais nous pouvons avoir les meilleurs rapports, les meilleures relations avec la Russie dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la formation, mais dans plusieurs domaines. Je pense que sur le plan militaire, le Sénégal est assez aguerri. Le Sénégal, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Niger. Nous avons une armée républicaine formée à bonne école et puis qui comprend les enjeux sécuritaires. Maintenant, rien n'exclut qu'on puisse avoir des relations sur le plan militaire avec la Russie. Ouais. On peut, par exemple, pourquoi pas, envoyer des militaires sénégalais, des policiers sénégalais, mais en stage en Russie. Bénéficier de l'expérience russe. Quand vous étiez au bureau économique, par exemple, ces questions-là, vous les avez abordées? Toutes ces questions-là, généralement, ont été abordées. Mais il n'y a jamais eu de suite. Mais il n'y a jamais eu de suite. Le volume des échanges n'est pas aussi fameux qu'il devrait l'être? Actuellement, si. Actuellement, quand même, je n'ai pas les chiffres tout de suite en tête, mais je pense qu'au niveau du volume des échanges, quand même, on a fait d'énormes progrès avec la Russie. Mais quels sont, selon vous, rapidement, en une minute, les domaines dans lesquels le Sénégal peut commercer avec... Je pense qu'actuellement, puisque nous serons un pays pétrolier, bientôt, nous avons combien? 100 000 barils par jour? Vous savez combien la Russie a produit pendant l'année dernière? La Russie a produit quelque chose comme, je vais vous dire, 10,8 millions de barils par jour. Depuis 2023. Nous, on fait 100 000. Qu'est-ce à dire? C'est un pays qui a cette expérience d'exploitation des hydrocarbures, de gestion des hydrocarbures. Nous pouvons, à ce niveau-là, envoyer nos étudiants étudier, faire gaz et pétrole en Russie. Nous pouvons travailler avec les Russes dans le domaine des hydrocarbures, surtout en matière de transfert des technologies pour la gestion de ces hydrocarbures. On n'a absolument rien à perdre à ce niveau-là. Voilà, donc, et selon vous, ils sont disposés à accueillir les Africains de l'Est? Bon, moi, si je parle, vous pouvez penser que je suis en train de faire de l'apologie. Non, c'est parce que vous connaissez le pays. Pour les Russes. Mais les Russes aiment le Sénégal. Moi, je discute avec les officiels russes très régulièrement. Ils aiment le Sénégal, ils respectent le Sénégal. Vous savez pourquoi? Les Russes tiennent à leur langue. Le Sénégal est parmi les pays africains qui ont les premiers introduit la langue russe dans notre enseignement, dans notre système, par le président Senghor. Et Senghor l'a fait pourquoi? Parce que Senghor, chantre de la négritude, a estimé que les Sénégalais devraient étudier la langue russe parce que c'est la langue de Pouchkine. Et Pouchkine, c'est le plus grand poète de Russie. Absolument. Il a du sang noir dans les veines. Depuis les années 60, le russe est étudié au Sénégal. Vous prenez un grand cinéaste comme Ousmane Sembène. Ousmane Sembène a fait le VGIC. Il a fait cinéma à Moscou. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup de cadres sénégalais ont Donc pour vous, la diplomatie doit davantage s'accentuer entre le Sénégal et la Russie? Le Sénégal ne perdrait absolument rien à renforcer ses relations diplomatiques avec la Russie. Au plan culturel, au plan économique, au niveau de la formation, nous ne faisons que gagner dans cette relation-là. Parce que aussi les Russes, partant des témoignages que je reçois des officiels, les Russes estiment beaucoup le Sénégal. Ils ont construit actuellement une médiathèque à l'université de Dakar pour le département de Russe. Ils veulent s'approcher du Sénégal. Bon, mais il y a aussi ce qu'on appelle la réelle politique. Il fut un temps où les Russes pensaient que le Sénégal fait partie du précaré français. Et les puissances se font des civilités. C'est la réalité aussi. Hein? Les puissances se font des civilités. Je vous dis, Ousmane, ne passez pas chez moi parce que, etc. On dit, ok, je dis non, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je pense que tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. On est dans une action souverainiste. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie.
Docteur Souleymane Anta Ndiaye, vous êtes écrivain, spécialiste des questions Russie-Afrique. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.